Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il est l'heure de commencer. Oui, c'est 13h01. Merci de vous être connectés pour ce webinaire sur les éclairages industriels de l'IA consacré à l'IA générative. Je suis Philippe Viexorek, je dirige l'équipe innovation dans Minologic, qui est le pôle de compétitivité des technologies numériques en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on continue notre exploration de l'IA générative qu'on a commencé il y a 2 ou 3 mois par ces webinaires mensuels. Aujourd'hui, on va parler de d'IA générative vocale, puisque l'IA générative, c'est pas seulement ChatGPT et le texte, ça sait faire d'autres choses. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Huber de l'Université Université Grenoble-Alpes, pardon, du GIPSA qui va nous parler de synthèse vocale. Je vous invite à le laisser dérouler sa présentation et à poser vos questions dans l'interface prévue à cet effet. Et on répondra en fin de présentation à toutes vos questions. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire et Thomas, c'est à toi. Et merci Philippe. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'être venus. Je vais partager mon écran. Alors, tac. Et je vais partager. euh, voilà. Normalement, vous devriez voir mes slides. Oui, oui, on les voit, merci. Très bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais essayer de faire un éclairage sur la synthèse vocale à l'heure de l'IA. Donc, juste quelques infos. Je suis Thomas Hubert, je suis DR-CNRS, je travaille au GIPSA Lab, en traitement automatique de la parole. Et je fais partie de l'Institut MIAI. Et donc, si jamais il y a quelques questions qui n'auront pas été traitées, vous pouvez m'envoyer un email à cette adresse. Donc, la synthèse vocale regroupe un ensemble de technologies et de paradigmes. Le plus connu d'entre eux est probablement la synthèse text-to-speech, TTS. Qui consiste, comme vous le savez très probablement, à vocaliser un texte donc à l'aide d'un système automatique, donc transformer un texte en un signal de parole audio. Mais on a beaucoup de variations autour de ce paradigme. On peut considérer déjà la variation, si on regarde le signal de sortie. Le signal de sortie peut être audio, mais il peut également être aussi audiovisuel. On peut avoir des systèmes, dans le cadre de la synthèse de la parole audiovisuelle, qui consistent à générer en même temps que l'audio un avatar, ou voire même aujourd'hui une vidéo photoréaliste, avec tous les problèmes de mouvement de lèvres, donc lip sync avec l'audio, mouvement de tête, etc. Il y a d'autres paradigmes qu'on peut considérer. Alors, de façon un peu plus prospective, on peut avoir aussi de faire de la synthèse vocale, non pas pilotée à partir du texte, mais directement à partir d'une information plus ou moins explicite sur les mouvements articulatoires que l'on attend. Et donc, les articulateurs de la parole étant la langue, les lèvres, la mâchoire, etc. Donc, notamment, ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec des applications en suppléance vocale, mais je ne vais pas en parler dans le cadre de cet exposé. On peut même remonter un cran plus haut dans la chaîne de production de la parole en allant prélever l'information directement au niveau du cerveau. Et c'est ça, c'est le paradigme des interfaces cerveau-ordinateur. Donc là, on est dans des projets vraiment de recherche à très long terme. Mais plus proche de nous, on a aussi le paradigme de conversion de voix, qui consiste à prendre la voix d'un locuteur source et de la transformer en celle d'un locuteur cible sans en changer le contenu linguistique. On a aussi ce qui touche notamment au débruitage et aussi au paradigme, par exemple, je parle ici du paradigme d'in-painting, qui suppose que l'on a carrément un segment qui est manquant dans notre signal sonore et on va utiliser de la synthèse vocale pour aller combler les trous. Puis il y a plein d'autres paradigmes que je n'ai pas le temps de détailler. Évidemment, le codage de la parole en est un, la traduction automatique parole vers parole, etc. Alors, les applications de la synthèse vocale, aujourd'hui, on les connaît tous à peu près bien. La synthèse vocale, c'est un des éléments d'un système de dialogue, hein, donc c'est un petit peu le système un peu miroir de la reconnaissance automatique. Donc, on va avoir des applications dans les interfaces homme-machine jusqu'à la robotique humanoïde. On va avoir des applications pour l'aide au handicap, pour des systèmes de suppléance vocale, pour redonner une manière de communication orale à des personnes qui ont perdu l'usage de la parole. Et puis, on a aussi toutes les applications pour l'industrie de divertissement, jeux vidéo, cinéma, etc. En ce moment, on parle beaucoup aussi des deepfakes. Donc, effectivement, ces technologies peuvent être utilisées à mauvais escient pour fabriquer ce type de contenu numérique.
Alors les deepfakes, parlons-en un moment. Je sais que c'est un sujet relativement attendu. Alors, les deepfakes aujourd'hui, effectivement, c'est une réalité puisque les outils ne sont plus dans les laboratoires de recherche, mais ils sont aujourd'hui accessibles au grand public. Alors, je suis pas je suis pas, je ne fabrique pas des deepfakes, mais pour cet exposé, je me suis amusé juste à regarder la liste des outils que propose Google et je suis tombé sur un outil que j'ai pris au hasard. Je tiens à préciser que je n'ai absolument aucun lien avec enfin, avec la société qui fournit le produit que j'ai utilisé pour cet exposé. Mais je me voulu essayer un petit peu de voir à quel point quelqu'un qui n'est pas un expert de traitement automatique de la parole peut essayer de fabriquer une voix de synthèse. Donc, je me suis rendu sur ce site, vidnose.com, et j'ai notamment essayé un paradigme dont je vais revenir un peu plus tard, qu'on va appeler le Zero Shot TTS. Alors, l'idée, c'est qu'on reconnaît ici un système text-to-speech standard avec du texte en entrée, le synthétiseur vocal et le son en sortie. Mais dans ce paradigme-là, on va essayer de personnaliser la voix de synthèse à l'aide d'un enregistrement d'un locuteur qui prononce n'importe quoi. Donc, et un enregistrement très très court. Donc je me suis enregistré pendant 15 secondes en te racontant un peu n'importe quoi. Et puis après, j'ai essayé de faire une synthèse et voir si j'étais capable de recréer ma boîte de synthèse. Alors vous ne me connaissez pas depuis longtemps, mais en tout cas, vous allez pouvoir apprécier. Vous me direz si la voix de synthèse que je vais vous présenter ressemble plus ou moins à ma voix. Je suis une voix de synthèse générée à partir de 15 secondes de la voix de Thomas. Qu'en pensez-vous? Pas trop mal, non. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment plutôt convaincant hein, pour un outil comme ça à grand public. J'ai aussi testé le paradigme de conversion de voix. Donc, j'ai essayé de transformer ma voix. Donc, voici un exemple. L'audiovisuel est très important. En la voix de deux personnalités. À vous de reconnaître. La première, L'audiovisuel est très important. je pense que vous l'avez reconnue. Et la deuxième, un indice, c'est un sportif. L'audiovisuel est très important. Voilà. Donc, on verra dans le chat si vous avez trouvé qui appartenait ces voix. Et puis, cette semaine, en fait, cet exposé tombait bien puisqu'il y a eu beaucoup de news sur les deepfakes et sur notamment les deepfakes vocaux. Avec ici un article de OpenAI à propos de son outil Voice Engine qui permet de faire du zero shot TTS et de la conversion de voix et qui reconnaît effectivement, enfin semble se préoccuper du mauvais usage qu'on pourrait faire, notamment dans une année d'élection. Alors, avant d'essayer de rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement de ces systèmes-là, j'ai trouvé bon de repartir un petit peu sur qu'est-ce que c'était que parler et quelles étaient les dimensions du signal de parole que se doit d'essayer de prendre en considération lorsqu'on fabrique ce type de système. Donc, si on prend un enregistrement audio ici, ce signal sonore ici en bleu, lorsqu'on veut analyser ce signal-là, généralement, on fait une analyse spectrale. Donc, on prend un petit bout du signal, on considère que c'est stationnaire, à peu près 20 ou 30 millisecondes. On utilise un outil mathématique qu'on appelle la transformée de Fourier, et on obtient à peu près ce type de représentation-là qu'on va appeler un spectre de puissance. Donc ici, pour regarder la courbe bleue, en abscisse, vous avez les fréquences, et en ordonnée, vous avez l'énergie à chaque fréquence. Alors la première chose que l'on peut constater déjà, c'est qu'on a ici des sortes de pics, et le premier, on va l'appeler la fréquence fondamentale. Alors à quoi correspond cette fréquence fondamentale? En fait, elle correspond peu ou prou à la fréquence de vibration de nos cordes vocales. Donc si vous n'avez jamais vu une corde vocale, en voici une. Voilà, en fait, on appelle ça des plis vocaux qui viennent s'accoler et au passage de l'air en provenance des poumons, ça se met à vibrer. Alors, la fréquence fondamentale, en fait, c'est elle qui va nous donner la hauteur de la voix. Ah! Mais si je module à l'échelle d'une phrase ma hauteur, donc ma vibration de fréquence fondamentale, je vais arriver, par exemple, à générer une question ou à faire la dissociation entre une question et une phrase exclamative, par exemple. Mais c'est plus fort que ça, la fréquence fondamentale, et donc ça va être la mélodie de la voix, l'intonation, mais ça va aussi véhiculer quelque chose que nous on appelle la prosodie, qui va être le support, par exemple, des attitudes sociales, du contenu émotionnel, etc. Donc c'est une dimension très importante, notamment qu'on essaye de mettre de l'expressivité dans la parole. Si on revient sur mon spectre maintenant et qu'on regarde la courbe rouge, on appelle ça l'enveloppe spectrale. En fait, cette enveloppe spectrale, on voit en fait elle montre où est-ce qu'on a des renforcements énergétiques. Et en fait, c'est une signature de ce qu'on va appeler les phonèmes, qui sont en fait les éléments du langage. A, I, ou, pe, te, que, etc. Et en fait, cette courbe-là, elle dépend quasi exclusivement de notre
au conduit vocal, et notamment des fréquences de résonance qu'on va obtenir, qu'on va moduler en bougeant notre langue, nos lèvres quand on parle, comme vous pouvez le voir sur cet exemple-là. Donc, quand on fait de la synthèse vocale, il y a ce que l'on dit, le contenu linguistique, principalement encodé par la suite de phonèmes, et aussi la manière dont on va le dire, qui est au-dessus, on parle des fois de suprasegmental. Un des objets qu'on manipule beaucoup dans les systèmes TTS, c'est une représentation que l'on va appeler le spectrogramme. Alors, comment on l'obtient? En fait, on fait exactement le même type d'analyse, sauf qu'on ne le fait pas pour un seul petit bout de son, mais on va prendre notre fenêtre et puis on va la décaler dans le temps. Et à chaque fois, on va reproduire cette même analyse fréquentielle. On obtient ici donc une représentation en 2D. Cette fois-ci, l'axe des abscisses, c'est le temps, et l'axe des ordonnées, c'est la fréquence. Et l'énergie, à chaque point du plan temps-fréquence, elle est obtenue, elle est rendue ici visible, soit en niveau de gris, soit ici dans mon exemple avec de la couleur. Et quelque chose qu'on va retrouver énormément dans les systèmes aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler le MEL spectrogramme. Alors le MEL spectrogramme, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste une représentation plus compacte du spectrogramme, avec une sorte de compression qui ne touche pas trop ce qui se passe dans les basses fréquences, mais qui va tendance à comprimer l'information dans les hautes fréquences. Voilà. L'échelle de MEL est une échelle qui approxime, d'une certaine manière, des processus perceptifs humains. Alors, avant de vous montrer comment fonctionnent un petit peu ces systèmes de synthèse vocale aujourd'hui, à l'heure de l'IA, je vais d'abord essayer de vous montrer comment cela marchait avant l'arrivée de l'apprentissage profond. Alors, l'approche, le paradigme qui était utilisé, qui était état de l'art jusque même dans le début des années 2010, c'était le paradigme qu'on appelait par sélection d'unités. Alors, c'est un paradigme qui a deux étapes. Première, c'est une étape de traitement du langage naturel qui va consister à prendre la phrase que l'on veut synthétiser, par exemple ici les 9 poules du couvent couvent, et de la transformer en ce que l'on va appeler des descripteurs linguistiques. Parmi les descripteurs linguistiques, on va avoir par exemple la chaîne phonétique, les 9 poules du couvent couvent, ici écrit avec un alphabet phonétique, et puis on va avoir aussi d'autres descripteurs qui vont par exemple nous renseigner sur la structure syntaxique de la phrase, par exemple, quelle est la fonction grammaticale de chaque mot, est-ce qu'il y a certaines syllabes qui doivent être accentuées ou pas, ça va dépendre des langues. En fait, pour arriver à cet descripteur linguistique, en fait, il faut résoudre un certain nombre de tâches qui sont relativement complexes, des pipelines qui sont relativement complexes et qui ont beaucoup d'étapes. Vient ensuite l'étape à proprement parler de génération du signal sonore, donc la synthèse dans le paradigme de la synthèse par concaténation d'unités. On part du principe que l'on a enregistré un locuteur pendant, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, puis qu'on a passé du temps à segmenter les enregistrements sonores, c'est-à-dire marquer les limites temporelles des phonèmes, voire des syllabes, voire des mots. C'est une opération qui est quand même assez coûteuse. Alors, comment se passe la synthèse sonore? De façon assez simple, on va se doter d'un algorithme qui va permettre de sélectionner la séquence d'unités la plus à même d'aller remplir, d'être la séquence d'unités, pardon, qui est la plus proche de la suite d'unités que l'on attend, étant donné notre série de descripteurs linguistiques. Alors, c'est une approche qui a été, qui permet d'avoir une parole intelligible, qui est relativement naturelle, et tout ça sans aucun réseau de neurones. Donc, écoutons un petit peu un système état de l'art basé sur cette technique. Cet été, les enfants vont en vacances à la mer. Je pense que vous en conviendrez, la qualité est quand même. Alors, est-ce que le problème était résolu? Non, pas tout à fait. En effet, comme je vous l'ai dit, hein, cette approche-là a une mise en œuvre qui est complexe. Il faut annoter pendant longtemps des bases de données. Il y a beaucoup d'interventions quand même manuelles pour avoir une très bonne voie très bonne voie de synthèse. Et puis, elle manque un peu de flexibilité. Si par exemple, je veux créer une nouvelle voie, je n'ai pas tellement d'autre choix que de mettre ma première base de données un peu à la poubelle et en refaire une autre. Voilà, ce qui est relativement coûteux. Donc, très naturellement, hein, la communauté de recherche sur la synthèse vocale a voulu essayer de pallier ce système en essayant de reformuler ce problème de mise en correspondance entre du texte en entrée et du son en sortie comme un problème de mapping entre deux espaces que l'on peut traiter avec des modèles appris par apprentissage automatique, notamment apprentissage supervisé, c'est-à-dire prendre une base de données avec des entrées du texte et des sorties du son et apprendre des modèles. Alors, on a essayé pendant longtemps avec plein de modèles, hein, ça a été toutes les années 2000. La qualité n'était pas au rendez-vous jusqu'à arriver en 2016. On est quelques années avant
une sorte d'année de naissance de l'apprentissage profond, hein, 2012, ImageNet. Donc on arrive quelques années plus tard, après cette vague du deep learning qui touche à peu près tous les domaines et qui vient toucher la synthèse vocale, avec un changement de paradigme absolument majeur qui a été proposé par Van den Noort, qui est un chercheur de DeepMind, et qui a proposé le système WaveNet, qu'on peut voir comme étant aujourd'hui ce qu'on appelle un vocodeur neuronal. Alors WaveNet, comment ça marche? Alors, WaveNet, en fait, c'est un modèle de génération du signal, génération qui va se passer de façon autorégressive. Alors, pourquoi génération du signal? Parce que WaveNet va être un réseau de neurones qui va fonctionner à l'échelle du signal. Jusqu'alors, on aimait bien travailler avec des représentations paramétriques du signal, manipuler des paramètres de plus haut niveau et utiliser du traitement du signal pour générer la forme d'onde. WaveNet, non, va essayer de bypasser tout ça et va prendre du signal en entrée et générer le signal en sortie. Alors, l'entrée de WaveNet, c'est quoi? Ça va être les échantillons précédents. On va se donner une sorte d'horizon, enfin, d'un pan temporel, de contexte passé, si vous voulez. On va travailler au niveau des échantillons. Et le boulot de WaveNet, ça va être de générer l'échantillon suivant. Et il ne va pas le générer sans aucune information. Il va le générer à partir des descripteurs linguistiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce réseau de neurones, en fait, il a une forme particulière. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. En fait, il introduit notamment la notion de dilated convolution, convolution 1D. Ça ressemble à un réseau convolutionnel assez proche que ce qu'on peut l'avoir dans les images, qu'il fonctionne. Il a été adapté pour les séries temporelles. Et ce réseau-là, en fait, il a permis vraiment... Ah oui, j'ai pas dit quelque chose, c'est une génération qui est autorégressive, hein, dans ce sens où une fois que j'ai généré un échantillon, ben, cet échantillon, je le mets dans mon buffer d'échantillons précédent et je génère le suivant, etc., etc. Alors, c'est une approche qui a été particulièrement... enfin, qui a fait beaucoup de bruit, hein, dans la communauté, parce que les résultats qui ont été proposés, hein, dans les premiers préprints qui décrivaient cette approche WaveNet, en fait, étaient assez impressionnants. Alors, une des manières d'évaluer relativement mal, à mon sens, un système de synthèse vocale est d'utiliser ce qu'on appelle le score MOS ou Mean Opinion Score. Je vous demande d'écouter les échantillons et de noter de 1 à 5, soit le naturel, l'intelligibilité, l'expressivité, etc. Alors, si on fait ça avec de la parole naturelle, hein, des enregistrements de parole naturelle, ben, un pool d'auditeurs va noter ça aux alentours de 4,5. Et puis avant, le système à l'état de l'art, hein, la sélection d'unités, on était plutôt autour de 3,8. Et là, boum, on arrive à 4,2. Donc, est-ce que le problème a été résolu? Peut-être toujours pas, mais en tout cas, un gros gap a été franchi. Alors le problème de cette approche, il y en a quand même, c'est que cette génération autorégressive qui fonctionne à l'échantillon, elle est extrêmement coûteuse en temps de calcul. Imaginez que vous avez juste un son d'une qualité CD, hein, 44 100 Hz par exemple. Vous voulez générer une seconde de son, ben, voilà, pour arriver aux derniers échantillons, il faut avoir généré les 44 000 échantillons précédents, et donc ça fait quand même beaucoup de calculs. Alors, ce vocodeur neuronal tel quel est assez moins utilisé parce que depuis, il y a eu une dizaine d'années quasiment, on arrive avec quasiment une dizaine d'années d'amélioration des vocodeurs neuronaux. Un des plus connus aujourd'hui s'appelle HiFiGAN et il permet d'avoir à peu près la même qualité, mais avec voilà, une rapidité d'exécution bien plus importante. Alors, est-ce que le problème est résolu? Non, parce que, comme je vous l'ai dit ici, le réseau de neurones ici a toujours besoin d'un pré-processing du texte pour extraire ces descripteurs linguistiques. Alors, on va avoir un an plus tard la deuxième révolution qui a été apportée à la synthèse vocale, à mon sens, qui est en 2017, Chen et al., toujours des chercheurs de Google, qui proposent une autre approche, en tout cas une approche complémentaire, qui, elle, va essayer d'être un peu plus dans l'esprit end-to-end, modèle bout à bout qu'on rencontre souvent dans l'IA aujourd'hui, c'est-à-dire de partir directement de la donnée d'entrée, bypassant ainsi cette étape un peu difficile de traitement automatique du langage naturel, d'encodage du texte, et d'aller mapper, mettre en correspondance directement la donnée d'entrée, c'est-à-dire des caractères, avec presque le signal de parole. Alors, pas le signal de parole, mais plutôt un spectrogramme ou un mail spectrogramme, comme ceux que je vous ai présentés au début de mon introduction. Ce mail spectrogramme, lui, va être ensuite, dans un deuxième temps, converti en un signal de parole à l'aide d'un vocodeur neuronal, comme WaveNet par exemple, ou d'autres. Alors, cette approche, elle présente un gros avantage, c'est que le vocodeur neuronal, lui, comme vous voyez, il prend grosso modo du son en sortie et en entrée une version de ce son.
mais en aucun cas il a besoin du texte. Ce qui nous permet d'entraîner ce vocodeur neuronal uniquement à partir du son, de bases de données sonores, sans avoir à les labelliser, les étiqueter, etc., etc. Donc on peut vraiment avoir beaucoup plus de quantité, c'est beaucoup plus facile à entraîner ce vocodeur neuronal. En revanche, pour le modèle encodeur-décodeur, on a besoin du texte en entrée et du son en sortie. Alors un modèle encodeur-décodeur, peut-être nombre d'entre vous savent ce que c'est, hein, notamment, je pense que Didier en a parlé, hein, donc, quand il a présenté les modèles encodeurs-décodeurs de type transformer. Je vais quand même faire un petit rappel ici. Alors, un modèle encodeur-décodeur, c'est un modèle qui a pour objectif de mettre en correspondance deux séquences d'observation, ça peut être des mots, des sons, peu importe, mais c'est deux séquences qui ont des longueurs différentes. Alors, ça a été développé notamment dans le cadre de la traduction automatique de texte, parce que si vous voulez traduire la phrase, par exemple, l'accord sur la zone économique européenne a été signé, blablabla, on the agreement on the European Economic, il y a peu de chances que les deux phrases aient le même nombre de mots, il y a peu de chances que vous fassiez un mapping d'un mot à un autre. En tout cas, on sait que ça ne marche pas très bien. Alors, le modèle encodeur-décodeur, il a deux étapes. Une première, comme son nom l'indique, une étape d'encodage, qui est ici en bas dans mon schéma, qui va convertir chaque observation d'entrée en un vecteur de plongement. On appelle ça aussi embedding, c'est juste un vecteur de plusieurs dimensions. Mais ce plongement a pour objectif d'être une version contextualisée de chacune des observations, de chacune des éléments de cette séquence d'entrée. Ainsi, par exemple, on va essayer non pas d'encoder chaque mot, mais d'encoder chaque mot en y intégrant des informations sur son contexte proche. Le décodeur, lui, va faire une génération autorégressive de la séquence de sortie à partir de la sortie de l'encodeur et de ce qu'on va appeler le mécanisme d'attention. Je vais revenir tout à l'heure sur le mécanisme d'attention, mais la génération ici se fait de façon autorégressive, un peu à la manière, enfin même complètement à la manière, par exemple, d'un GPT, d'accord, où un mot est généré l'un après l'autre, en fonction des mots qui ont été précédemment générés. Alors, ce mécanisme d'attention, à quoi sert-il? En fait, il permet au modèle à apprendre à se focaliser sur une partie de la séquence d'entrée. Alors, pour le comprendre, on peut regarder cet exemple ici, où en fait, cette sorte de grosse carré, enfin, cette sorte de matrice que l'on voit, en fait, c'est ce qu'on va appeler les poids du mécanisme d'attention. En fait, on peut le voir comme étant une manière, la manière avec laquelle le modèle a appris lorsqu'il veut traduire, par exemple, un mot, ici économique, à se focaliser sur une partie de la séquence d'entrée, c'est-à-dire sur les mots de la phrase source. Par exemple, quand je veux faire économique, évidemment, il faut vraiment que je me focalise dans économique en français. D'accord? Mais par exemple, si je veux traduire was signed, was signed, c'est deux mots en anglais, mais en français, c'est trois mots. Donc on voit que je vais porter mon attention sur trois mots plutôt. Voilà. Et le reste, je peux quand même un petit peu ignorer. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet au modèle vraiment, lorsqu'il va apprendre à générer par exemple un son, à se focaliser sur le caractère ou le groupe de caractères qui va impacter vraiment la forme spectrale de ce son. Alors, ces encodeurs-décodeurs, ils ont de multiples formes. Ils peuvent être implémentés sous la forme de réseaux récurrents, comme c'est le cas dans cet exemple-là, mais aussi sous la forme de transformers, le transformer généralisant ce modèle d'encodeur-décodeur en utilisant exclusivement des mécanismes d'attention. Alors, je ne vais pas aller plus loin, hein. Pour approfondir, j'ai mis le lien dans la vidéo sur la séquence Fiddle qui correspond à ces modèles encodeurs-décodeurs. Donc, ces excellents tutoriaux qui sont faits qui sont sur le site de MIAI. Alors, dans le cadre de la synthèse vocale à partir du texte, on a aussi ces modèles encodeurs qui ont été utilisés, et notamment, donc, comme je le disais, une approche qui a été introduite par Google qui s'appelle Tacotron 2. On reconnaît ici un modèle encodeur-décodeur avec à gauche l'encodeur en bleu, à droite le décodeur, le mécanisme d'attention au milieu. Le décodeur sort un mail spectrogramme qui va être converti en une forme d'onde à l'aide d'un vocodeur neuronal. Et on voit bien une approche qui est end-to-end, hein, on va du caractère jusqu'au mail spectrogramme. Voilà, le vocodeur neuronal ici peut être vu comme une sorte de reconstructeur de phase, puisqu'en fait le mail spectrogramme est un spectre d'amplitude, il nous manque la phase, et c'est en fait finalement le réseau de neurones qui va reconstituer un signal dans le domaine temporel à partir d'une information qui est incomplète. C'est un modèle qui s'entraîne par apprentissage supervisé. J'ai besoin d'avoir du caractère, enfin du texte en entrée et du son en sortie. Mais pour moi, la révolution de cette approche-là,
c'est qu'on n'a pas besoin d'une segmentation du corpus au niveau phonétique. En effet, comme je l'ai dit, ça va être le rôle du mécanisme d'attention à permettre au modèle à apprendre à aligner le texte d'un côté et le son de l'autre. Si je veux générer la forme spectrale d'un A, je sais par exemple que je vais me focaliser principalement sur le caractère A, mais qu'en français, par exemple, si le A est suivi d'un N, ça fait AN. Donc j'ai quand même intérêt à me focaliser un tout petit peu sur le caractère d'après ou un petit peu le caractère d'avant pour essayer de moduler un petit peu la forme spectrale que je vais générer. Voilà. Mais en aucun cas, je n'ai besoin de donner à mon système, pour mon ensemble d'apprentissage, de telle trame à telle trame, c'est un A. Donc c'est quand même une révolution qui est quand même importante. Mais cette mécanisme d'attention et cette génération autorégressive qui en découle, en fait, elle a un coût, c'est-à-dire qu'elle est, comme je l'ai dit pour WaveNet, elle est très lente, pardon, et elle est difficilement parallélisable. Aussi, au fur et à mesure dans les années récentes, il y a des alternatives qui ont été proposées, hein. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais un système aujourd'hui très utilisé, tel le système FastSpeech 2 aujourd'hui, qui lui est basé sur l'architecture Transformer, qui n'est pas basé sur une génération autorégressive et qui, pour le coup, nécessite une segmentation temporelle du corpus au niveau phonétique. Voilà. Donc il y a un petit peu les deux approches qui sont possibles. Depuis, on a d'autres approches qui ont été faites, basées sur des modèles de diffusion, sur des autoencodeurs variationnels dynamiques. Je crois que Kartik en a parlé dans un ancien éclairage IA, etc. Alors, pour l'instant, j'ai principalement présenté des approches qui étaient monolocuteurs. C'est des modèles qui vont nous permettre de générer une voix, mais ces modèles sont suffisamment flexibles pour répondre à la contrainte que j'ai précisée tout à l'heure quand je présentais la sélection d'unités, qui est d'arriver à avoir plusieurs voix, plusieurs locuteurs. Alors, ces modèles, on peut tout à fait les apprendre sur des bases de données multilocuteurs. Donc, on va avoir plein d'enregistrements sonores pour plein de locuteurs et le texte associé. Quand on va vouloir être au moment de la synthèse, on va non seulement spécifier le texte que l'on veut synthétiser, mais aussi une sorte de speaker ID, c'est-à-dire une sorte d'index dans une table du locuteur dont on veut synthétiser la voix. Mais ce paradigme-là, il va nous permettre d'aller vers ce que j'ai parlé en introduction, ce paradigme zéro shot, qui permet de personnaliser une voix de synthèse avec quasiment un seul enregistrement d'un locuteur non vu pendant l'apprentissage. Et en fait, quelques secondes ou quelques minutes suffisent. Alors cette fois-ci, c'est ce qu'on voit ici à droite, zero shot learning. On va avoir le texte en entrée et du son qui va passer dans ce qu'on va appeler un encodeur de locuteur, speaker encodeur. Alors comment ça marche un speaker encodeur? Tout d'abord, ici, on va retrouver ici j'en ai pris un publié en 2020 par Cooper et collègues. Donc ça, on retrouve ici le système Tacotron 2, un encodeur, un décodeur, un mécanisme d'attention, un vocodeur. Mais cette fois-ci, on va avoir cette entrée supplémentaire et ce speaker encodeur. Alors, qu'est-ce que c'est speaker encodeur? Il y a plein de manières de le calculer. Mais le speaker encodeur, première chose, il va prendre en entrée du son et il va générer un vecteur que l'on va appeler un speaker embedding, encore une histoire de plongement. Ce speaker embedding, on peut le voir un petit peu comme une sorte de signature de la voix d'un locuteur, une sorte d'empreinte vocale d'un locuteur. Alors, comment on l'obtient? Il y a plein de manières, comme je disais, mais une des manières, c'est d'utiliser une autre technologie vocale qu'on appelle la vérification du locuteur. En vérification du locuteur, on prend une base de données de plein de locuteurs et on entraîne un classifieur à dire est-ce que cette voix appartient au locuteur A ou au locuteur B. On va utiliser ça, mais ce n'est pas tellement la capacité de classification qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de se dire si je dois résoudre cette tâche de classification, il faut que mon réseau de neurones, à un moment donné, ait créé une sorte de représentation qui, elle, discrimine bien mon espace des locuteurs, en tout cas encode bien ce qui fait encode bien des caractéristiques d'un locuteur. Alors, ces caractéristiques, elles apparaissent pas de façon explicite, hein, on est en plein apprentissage profond, ça reste quand même une boîte noire, mais c'est quand même une information qu'on peut utiliser pour renseigner un système de synthèse vocale sur le type de voix qu'on essaye de synthétiser. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe, et c'est comme ça, par exemple, que j'ai généré tout à l'heure ma voix de synthèse. Alors, je ne peux pas garantir l'architecture qui a été utilisée, je n'ai pas accès au code source de ces outils grand public, mais en tout cas, c'est ce que permet notamment l'approche que je présente ici de Cooper et collègues. Voilà. Donc, à ce stade-là, je vais faire quelques brièves conclusions. L'état de l'art actuel en synthèse vocale, c'est un couplage entre des modèles encodeurs-décodeurs qui vont du caractère ou des phonèmes d'un côté vers le MEL spectrogramme de l'autre, et un vocodeur neuronal qui, lui, va convertir ce MEL spectrogramme en un signal. Et les deux sont des réseaux de neurones profonds.
Selon les systèmes, on a une segmentation du corpus au niveau phonétique qui est toujours nécessaire. Cette segmentation, elle est parfois coûteuse. Elle peut être un petit peu aidée avec un aligneur phonétique, mais une vérification manuelle est toujours profitable. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive tous à dire que la parole aujourd'hui des systèmes actuels est très intelligible et très naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il reste à faire quand même plein de choses. Je vais un petit coup d'œil sur la montre. On voit bien. Et donc, pour ça, je vais essayer de vous présenter très brièvement quelques travaux actuels qu'on a pu mener ces dernières années dans le cadre de MIAI pour améliorer deux choses dans les systèmes de synthèse vocaux basés sur l'apprentissage profond ou l'IA. Le premier, ça consiste à permettre un contrôle explicite au moment de la synthèse de différents attributs de la voix. En effet, actuellement, on a une sorte de boîte noire, hein. C'est chouette d'avoir ces modèles end-to-end, mais on voudrait parfois pouvoir contrôler de façon explicite certains paramètres de la voix, notamment des paramètres bas niveau, comme par exemple le débit, le rythme ou la qualité vocale. Est-ce qu'on veut une voix plutôt modale, une voix un petit peu comme ça, un petit peu, voilà, un peu différente? Des paramètres plus haut niveau, on voudrait pouvoir générer explicitement un style, voire une attitude sociale, voire un contenu émotionnel, etc. Et donc, il y a eu de très belles contributions qui ont été faites dans la thèse de Martin Langlais, qui a été faite au GIPSA Lab, qu'encadré par Olivier Perrotin et Gérard Bailly. Il y a une autre dimension sur laquelle moi j'ai pu travailler qui tient en compte, qui cherche à prendre en compte le contexte linguistique et notamment le contexte d'une interaction communicationnelle dans la synthèse pour essayer de sortir du paradigme de synthèse qu'on appelle phrase à phrase. Actuellement, un système de synthèse vocale ne prend pas en compte le contexte d'une interaction. Si par exemple ce robot qui a un synthétiseur dans la tête doit prononcer Thomas a volé l'orange, il va le prononcer toujours de la même manière, peu importe si par exemple son interlocuteur lui a posé la question qui a volé l'orange, quelqu'un il doit dire Thomas a volé l'orange, ou si on lui pose la question qu'est-ce que Thomas a volé, dans ce cas-là il va dire Thomas a volé l'orange. Donc il va moduler son intonation en fonction du contexte. Alors pour essayer de mieux comprendre, de capturer cette information de contexte, en fait on s'est intéressé à l'apport des LLM, des Large Language Models, et ça a été fait notamment dans le cadre de la thèse de Brooke Stephenson, qui a été financée dans le cadre de Miami. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, rentrer dans trop de détails, mais on s'est intéressé aux deux grandes catégories, les modèles encodeurs et les modèles décodeurs, donc BERT d'un côté ou GPT de l'autre, dont on sait qu'ils ont des bonnes capacités pour essayer de modéliser des relations entre différentes entités du discours. Et en fait, ce que l'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est intéressé au focus, donc c'est cette histoire de qui a volé l'orange. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de fine-tuner, donc d'adapter ces modèles-là, pour essayer de les faire prédire non pas le mot suivant, par exemple, comme c'est le cas d'un GPT, ou une partie masquée du texte, comme c'est le cas de BERT, mais plutôt directement certaines caractéristiques prosodiques, notamment quelque chose qui est relié à l'intonation, et qu'on va injecter dans un système de synthèse vocale. L'idée est de permettre à un système de ne pas prendre uniquement la phrase qu'il doit synthétiser, mais de prendre également une sorte de prompt qui est les phrases précédentes et de générer la synthèse vocale avec la bonne, donc notamment le focus sur le bon mot. Voilà. Donc, je vais maintenant conclure cette présentation par dernière petite conclusion. Donc, l'apprentissage profond a permis, vous en doutez, des progrès considérables depuis 10 ans, partout dans le traitement de l'information et la synthèse vocale n'y fait pas exception. On a aujourd'hui des approches end-to-end, hein, on va quasiment de la lettre au son. On a aussi des byproducts de tout ça, que les vocodeurs neuronaux aujourd'hui sont utilisés même indépendamment dans d'autres applications que la synthèse vocale. Mais il y a des progrès qui restent à faire. L'expressivité, de la réactivité, de la prise en compte du contexte, l'évaluation des systèmes qui, à mon sens, n'est pas encore, peut être améliorée. Également aussi la capacité à faire des systèmes de performants pour des langues pour lesquelles on a peu de ressources. C'est un paradigme qu'on retrouve aussi en reconnaissance automatique de la parole. Et donc, pour ça, il faut une recherche aussi reproductible. Et donc, je mentionne aussi l'initiative qui a été organisée cet été à Grenoble, hein, qui est la conférence Speech Synthesis Workshop, et notamment sur laquelle est adossé un challenge qui permet à des équipes de prendre une langue, un dataset, et puis d'aller générer la meilleure voie de synthèse. Voilà. Donc, qui a été organisé cette année à Grenoble. Et puis évidemment, je ne peux pas conclure cette présentation. On a parlé de deepfake sans mentionner les problèmes éthiques.
et les problèmes légaux qui se posent par rapport à l'utilisation de ces technologies. Évidemment, un problème de droit d'auteur. On en parle en ce moment beaucoup aussi pour la musique, hein, donc de la voix chantée ou de la voix parlée. Le respect des professionnels de la voix, donc des acteurs de doublage, des gens qui prêtent des voix pour des publicités à des marques, etc., etc. Et pour qui l'avènement de ces technologies bouleverse un petit peu aussi le contexte professionnel. Alors, je ne suis pas un expert de ça, mais nous avons invité notamment dans la dernière conférence SSW Jeannette Gorzala, qui est une avocate qui réfléchit à tous ces, qui agit aussi sur notamment les aspects légaux posés par l'IA. Et elle a fait une présentation à l'IRCAM très récemment, donc j'ai mis le lien aussi sur la vidéo, puisque la présentation à l'IRCAM a été filmée. Donc, pour approfondir ces aspects-là, je vous incite aussi à regarder ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie mes collègues passionnés de synthèse vocale avec qui j'ai le plaisir d'échanger. Et merci à l'Institut MIAI pour l'invitation et puis pour le financement de ces travaux. Voilà. On va te remercier également, Thomas, parce que c'était vraiment passionnant. J'ai appris vraiment plein de choses. Je suis très content. Il y a quelques questions dans le chat. Donc, la première, je te la relis, hein. Peut-on utiliser ces outils pour faire de l'animation en langue des signes? Je peux prendre une partie de la réponse que tu compléteras. Donc, effectivement, la présentation de Thomas était très axée sur la génération de paroles. Donc, effectivement, il faut que le récepteur de cette parole ait une capacité auditive pour la recevoir, ce qui n'est pas forcément le cas des gens qui font de la langue des signes. Ceci étant, c'est vrai que l'IA peut aider à générer et à comprendre la langue des signes. Il y a notamment une entreprise de la région qui s'appelle Ives, dont c'est la spécialité. Donc, dans le sens langue des signes vers texte ou vers parole synthétisée, ils savent reconnaître le langage des signes et ils savent également générer un avatar pour faire ça dans l'autre sens, hein, soit reconnaître de la parole ou un texte et générer une langue signée. Je ne sais pas si tu avais un complément à apporter, Je Thomas. peux compléter parce que je connais vraiment bien, parce qu'on travaille ensemble avec Ives Ok. pour les serveurs gestuels, justement. Alors effectivement, pour la reconnaissance, on peut utiliser ce genre d'outils. Pour la génération, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Il y a quand même une question qui se pose, c'est aussi la disponibilité de grandes bases de données pour arriver à faire de la génération aussi en langue des signes. La langue des signes a un aspect multiniveau qui est pas directement, enfin, qui est assez difficile encore à prendre en compte. Donc, je dirais actuellement presque. Et d'ailleurs, Ives a fait des choses très très impressionnantes là-dessus avec leur avatar. Qu'ils ont présenté au CES il n'y a pas longtemps. Mais il y a quand même encore un bon bout de recherche à faire pour vraiment avoir une animation, notamment un problème on touche à un problème de traduction, c'est-à-dire s'il s'agit de partir un texte à une langue des signes, euh, c'est un problème très compliqué, très mal posé, et surtout, on peut peut-être actuellement faire des choses, mais dans un contexte très très réduit, un scénario très 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 réduit. Voilà. Je pense qu'on peut leur faire confiance pour... ils vont aller plus loin, fort de leurs Oui, bien premiers sûr. résultats. Il y avait une deuxième question concernant les avocats, les assistants vocaux type Alexa, qui aujourd'hui n'utilisent pas ces technologies. Donc, est-ce qu'ils vont bientôt les utiliser ou est-ce qu'ils Ah, si, les si, utilisent déjà? ce que je vous ai montré là, les systèmes de synthèse vocale que vous avez, alors on n'a pas, enfin, tous les GAFA communiquent pas de la même manière sur leurs outils, mais on est typiquement sur la synthèse vocale neuronale. Aujourd'hui, les GAFA aussi font de la très 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 bonne recherche là-dedans et voilà, aujourd'hui le cycle entre le développement et la mise en produit dans ce type d'assistant est quand même assez raccourci. Donc on a très très vite dans nos assistants vocaux les derniers moteurs de synthèse. Voilà, ce que je vous ai montré quand même, je pense, assez proche de ce qui est aujourd'hui implémenté dans vos assistants vocaux. Merci. En attendant d'autres questions dans l'interface, moi, il y en a une qui me titille depuis ta deuxième ou troisième slide, où tu nous as montré un outil qui a l'air grand public, donc hyper accessible, où avec 15 secondes de parole, tu arrivais à dupliquer ta voix et c'était assez crédible. Alors, modulo les intonations, parce qu'effectivement, la voix était quand même assez monocorde. Ça pose les questions dans ta conclusion de droit d'auteur, etc., mais aussi de détection de ces choses-là. Parce que là, typiquement, j'ai parlé plus de 15 secondes, tu m'as enregistré, tu peux me faire dire n'importe quoi, n'importe où. Donc, c'est Euh, perturbant. Est-ce qu'il y a des ouais. moyens de détecter ces choses-là? Alors, il y a des moyens, il y en a. Je suis pas un expert de la détection de deepfake.
Ce que je peux dire, c'est que évidemment, c'est un sujet qui est de recherche très actuel. Il y a même des projets ANR en ce moment sur le sujet. J'ai pas le nom en tête, mais par exemple, mon collègue de l'IRCAM, je crois, Nicolas Aubin, est sur un projet détection de deepfake. J'espère ne pas dire de bêtises là-dessus. Il corrigera dans les commentaires si c'est le cas. Et donc, effectivement, en fait, on est quand même encore, en tout cas à ma connaissance, à un stade de recherche là-dessus. Ben, c'est difficile, hein, donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a peut-être des choses à faire au niveau des systèmes de génération avec des systèmes de tatouage. Donc, on peut Mm. éventuellement faire un peu de watermarking pour essayer d'introduire quelque chose qui va faciliter à la détection. Donc, ça, pour moi, c'est première piste. Et puis après, ben, il y a essayer voilà, d'aller trouver quand même un peu de choses, enfin, de choses qui, qui discriminent, enfin des indices très très fins dans la voix, dans la parole de synthèse qui discriminent le fait qu'elle ait été générée par une IA. Et là, je pense que je n'exclus pas du tout qu'il y ait des outils commerciaux qui fonctionnent déjà, hein. Je n'ai juste pas la réponse à ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de recherches actuelles là-dessus. En fait, on a assemblé un think tank sur le sujet justement de l'IA générative et les deepfakes. Ça semble plus facile de détecter un deepfake de type image ou vidéo, parce il y a toujours un artefact que l'œil humain voit. Sur la génération de paroles et de voix, c'est plus compliqué. Donc, et à notre connaissance, enfin, le groupe n'a pas trouvé de solution commerciale. Effectivement, comme tu le dis, l'État est là, enfin, c'est des problématiques de recherche, donc non résolues. Et c'est toujours, enfin, ce qui me fait sourire, c'est que c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur, hein. Il y en a toujours un qui en avance sur l'autre. Et Ouais. malheureusement, c'est souvent le voleur qui en avance. On a d'autres questions dans le chat. Donc, la première, c'est est-ce que les IA génératives vocales sont actuellement utilisées dans le domaine médical? Euh, alors, il y a donc la synthèse vocale pour l'aide au handicap. Donc, il y a plusieurs choses que l'on peut dire. Je dirais que la première, c'est que évidemment les systèmes text-to-speech sont un outil qui peut être utilisé par des personnes qui ont perdu ou qui n'ont jamais eu l'usage de la parole comme outil de communication. Voilà, donc ça, c'est les systèmes text-to-speech avec une entrée textuelle. Les IA génératives vocales, si on ouvre un petit peu les paradigmes, on a aussi aujourd'hui, on a développé dans l'équipe aussi des outils plutôt pour l'aide au diagnostic. Donc, c'est-à-dire, j'ai une voix qui pose un peu j'ai une voix qui est pathologique, je vais chez l'orthophoniste pour essayer de la rééduquer. Est-ce qu'on peut utiliser des outils qui vont faciliter le diagnostic, voire essayer de fournir à partir du signal vocal des informations sur notamment la position des articulateurs pour essayer de mieux d'éduquer une personne sur un trouble de la prononciation. Donc là, on a fait des choses là-dessus. Alors, pas forcément de systèmes commerciaux, mais en tout cas des études cliniques là-dessus. Et donc après, sur les IA, sur le médical, on peut aussi utiliser alors, la conversion de voix. Il y a un certain nombre de papiers qui ont été faits et de démos qui ont été assez convaincantes sur le rehaussement d'une parole pathologique. Donc par exemple, une personne qui a une laryngectomie, donc une ablation partielle ou totale du larynx, donc qui se retrouve mais avec une phonation qui est très très dégradée, on peut utiliser des systèmes de conversion de voix pour aller rehausser cette parole et la faire et rendre une sorte de voix un peu plus modale. Voilà. Donc là-dessus, il y a des choses qui ont été testées, Euh, pas forcément, à mon sens, d'application commerciale, mais les personnes qui travaillent là-dessus sont souvent des très bonnes sources enfin, les utilisateurs de ces technologies sont souvent les meilleures sources d'informations parce qu'elles trouvent, elles détournent des fois, elles s'emparent d'outils qui sont faits et elles trouvent des utilisations assez parfois inattendues. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des gens qui essayent d'utiliser ça un peu au quotidien. Merci. Il y avait une question facile que je prends parce que ça appelle une réponse courte. Savoir si tu nous autoriseras à diffuser les transparents. Donc, la session sera mise en ligne sur les chaînes YouTube de MIAI et de Minalogic. Par contre, est-ce que tu souhaites qu'on diffuse ton support également? Ah, Tu m'autorises à... Ok, oui, oui, donc on l'enverra aux personnes inscrites du coup. oui, oui, je crois que normalement j'ai dû citer toutes les sources partout. S'il y a un oubli, la personne, si jamais j'ai fait un oubli, je m'en excuse par avance, mais normalement c'est propre. Ok, merci.
La question suivante, c'est de savoir sur quelle base de données tu travailles ou les équipes travaillent et est-ce qu'il est facile d'avoir de la data? Alors, oui et non. Pour avoir de la donnée massive, une grande source de données sont les livres audio. Voilà. Les livres audio, il y a des initiatives il existe aujourd'hui des datasets très importants de plusieurs centaines d'heures de parole avec plusieurs dizaines, voire centaines de locuteurs. Beaucoup de datasets ont été réalisés. Il existe des listes de datasets possible. Voilà, donc ça, il y a quand même pas mal de data. Ce qui est difficile, c'est d'avoir de la data qui est labellisée, notamment au niveau phonétique. Comme je l'ai dit, c'est parfois important quand même encore d'avoir une segmentation. Segmenter, ça coûte cher. Il faut le faire. On peut le faire par des non-experts, mais c'est pas évident. Des fois, il faut quand même passer un petit bout par des experts. Donc ça coûte un peu plus cher. Dans le cadre du français, par exemple, il y a eu dans le cadre du challenge Blizzard qui a été organisé par mon collègue Olivier Perrotin, Gérard Bailly, Nicolas Aubin, et voilà, je crois que j'ai oublié personne, Damien Lolive aussi. Un dataset a été réalisé, où un acteur professionnel a été enregistré. Donc, je crois que c'est un dataset dans mon sens, à mon souvenir, il doit y avoir quelques heures de parole. Mais cette fois-ci, une parole de très bonne qualité, avec une parole un peu plus expressive, etc. Donc, il y a quand même. C'est ce que j'ai. Pour terminer ma réponse, je parle je réfléchis en même temps que je parle. Et pour compléter ma réponse, il y a beaucoup de données, mais il y a assez peu de données très expressives. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut notamment des données très expressives ou des données en interaction ou des données en parole spontanée. Voilà. On est beaucoup encore sur de la parole qui est lue. Voilà. Et on ne parle pas aujourd'hui, la manière dont je m'exprime avec vous aujourd'hui, en fait, je ne lis rien pour l'instant. Vous voyez, ma voix, elle est un petit peu différente. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des synthétiseurs vocaux qui ont tendance à répliquer une parole qui est quand même lue, même si beaucoup de recherches sont faites pour améliorer l'expressivité et la rendre toujours plus naturelle. Non, dans mon jeune temps, alors ça remonte dans les années 90, hein, j'avais travaillé sur des systèmes de reconnaissance de la parole, d'un flux continu de parole. C'était aux US, on s'appuyait sur des bases de données exclusivement américaines, où effectivement tout le monde pouvait contribuer à enregistrer des phrases lues. Effectivement, et la consigne, c'était de les donner justement, sans émotion, donc le plus plate possible. Alors, encore une fois, ça remonte à plus de 30 ans, hein, mais déjà à l'époque, on avait d'énormes problèmes pour avoir des données et on n'avait que des données américaines. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des bases de données quasiment dans toutes les langues. Donc c'est une bonne chose, je pense, ça a Oui, oui, évolué. tout à fait, tout à fait. Dans la même veine, est-ce que les laboratoires ou toi personnellement, tu es impliqué dans la création de modèles open source français et ou européens? La question sous-jacente, je pense, c'est la question de la souveraineté, ou est-ce qu'on continue de dépendre de modèles américains ou asiatiques? Alors, euh, bon, déjà, moi, en tant qu'académique, quand on fait des systèmes de synthèse, on livre toujours au moins notre code source et les données, ou en tout cas les modèles, hein. C'est aujourd'hui une sorte, c'est quasi une obligation dans ces domaines-là. Enfin, en tout cas, on y est fortement encouragé. Après, je pense que aujourd'hui, on a quand même des initiatives. Je pense notamment, par exemple, à SpeechBrain, par exemple, qui est une belle initiative qui est une initiative qui a été portée en partie par la France, enfin, par un Français. Euh, Son nom va me revenir, Titouan Parcollet et Mirko Ravanelli, je pense. Donc, qui est aujourd'hui qui rassemble au moins du code source, qui permet quand même de faire à la fois tout un tas de technologies vocales, de la reco, de la synthèse, etc. Donc, on va dire que le code est là. Les modèles, les datas, il y a quand même beaucoup d'initiatives et de partage de corpus qui sont aujourd'hui des corpus qui sont open. Il y a au moins ces deux composantes-là pour créer les voies de synthèse. Alors après, un environnement où la voie de synthèse serait déjà toute prête et voilà, plus qu'à être utilisée, c'est vrai que ça, je sais pas trop. Ça m'étonnerait pas que sur des plateformes comme Hugging Face, on puisse trouver, alors peut-être pas pour le français, hein, en tout cas pour l'anglais, ça c'est sûr, hein,
On a pléthore de voix préentraînées et faciles d'accès pour le pour l'anglais, peut-être pas pour d'autres langues comme le français. Donc, en tout Alors, cas, j'avais surinterprété la question d'Hervé qui a précisé. Sa question, c'était plutôt le souci de la sous-représentation justement de la langue française. Ce euh, que tu confirmes en disant qu'effectivement, il y a une bonne représentativité de l'anglais. voilà, effectivement, enfin, je pense qu'on n'aura jamais assez de corpus pour le français. C'est important de les avoir aussi pour générer aussi toutes les variétés du français. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas une seule manière de parler en français, il y a des spécificités régionales, il y a des spécificités, voilà, il y a on parle même enfin, de la francophonie en tant que telle. Donc je pense que ça, on n'aura jamais assez de datasets là-dessus. Donc voilà, donc après, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à une coordination complète des laboratoires là-dessus? Là-dessus, effectivement, oui, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé, mais quand même, en fait, je trouve malgré tout que les choses quand même vont dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a quand même de plus en plus cette tradition maintenant aujourd'hui de mettre à disposition les codes, voilà. Donc ça permet quand même à une prise en main, je pense, assez importante et je trouve que c'est bien aussi même pour le développement. Parce que bon, il n'y a pas que le code source et la data, je pense qu'il y a aussi toute l'architecture qu'il y a. On parlait d'applications médicales tout à l'heure. Je pense que si on veut développer des systèmes aujourd'hui, il faut des gens qui savent. C'est pas uniquement la voix et le code qui va, hein, il faut toute l'architecture qui va derrière. Et donc ça, voilà. Moi, j'ai l'impression que les milieux académiques, c'est un milieu facilitateur, hein, et puis les GAFA aussi, hein, faut leur reconnaître qu'elles mettent énormément à disposition de choses. Et elles ont vraiment révolutionné quand même tous ces domaines-là. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles. Merci beaucoup. Il y a plus de questions. On a des remerciements qui affluent dans le chat. Donc, la session était vraiment très, très intéressante. Thomas, on ne te remerciera jamais assez. Bah, bien. Petit coup de pub pour la prochaine. Donc, ce sera le 26 avril. On a un peu dérogé à notre calendrier mensuel. Ça sera quand même un vendredi. Ça sera quand même de 13 à 14. On aura une session similaire qui sera faite par Kartik Alari, que vous avez vu effectivement il y a 2 mois ou un mois, qui nous parlera de comment on génère des images et des vidéos, toujours à l'aide d'IA générative. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous dis au mois prochain, donc 26 avril, c'est pas tout à fait dans un mois. Merci beaucoup, bonne journée, au Bonne revoir. journée, merci à vous.